Bonjour les amis, bienvenue dans Dis-moi qui tu es. Nous sommes lundi, nous sommes dans l'émission où j'ai l'honneur de recevoir un invité. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un ufologue. Ufologue, on va lui demander comment ça se dit et on va lui demander aussi, mais ça veut dire quoi ça? Parce que c'est ce qu'on m'a demandé en MP, en message privé. On m'a demandé, mais c'était quoi exactement? Et on va tout de suite aller rejoindre Marc Gray. Bonjour Marc. Bonsoir la Belgique, bonsoir le monde francophone qui t'écoute, toute la planète. Toute la planète. Oui, ça va, ça va. Oh là, j'ai peur. Tout d'un coup, j'ai un stress. Toute la planète m'écoute. Oh mon Dieu. Et même les autres planètes à côté, hein. Attention. Oui, alors là, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Alors, Marc, donc je peux te tutoyer, on se connaît depuis des années. Je t'ai reçu dans une émission de radio qui s'appelle dans la radio s'appelle Pacific FM et c'était dans l'émission La Voix du Cœur. Tu t'en souviens? Oui, ça fait un bail, ça fait 2 ans, je pense. 2 ans, je pense, il me semble. Il y a plus que ça. Il y a un petit peu plus que ça. On vieillit vite, tu sais, hein. Donc, ça fait plus que 2 ans. Et c'était dans La Voix du Cœur. Et j'ai eu l'honneur de te recevoir 2 heures dans cette émission. Ici, c'est une émission un peu plus courte, mais on va essayer d'aller droit au but et de pas perdre trop de temps. Donc, Mars, on va aller sur Mars directement. Il y a déjà des invités, hein, il y a déjà des gens qui sont là, des auditeurs. Donc, voilà, Marc, je vais te laisser la parole. Je vais te demander de te décrire. Dis-moi qui tu es, Marc. Eh bien, j'ai 52 ans, je vis en Haute-Normandie, près de Rouen, dans la campagne normande, au pays de Caux. J'avais une arrière-grand-mère belge, donc je salue les Belges. Elle était lingère à la cour du roi de Belgique, donc elle aurait pu en dire beaucoup sur le linge sale de la famille royale. Malheureusement, elle n'est plus des nôtres. Elle ne m'a jamais laissé de carnet à ma famille, donc j'ai aucune note venant de la cour du roi des Belges, à l'époque de mon arrière-grand-mère, dommage. Et donc, je fais des recherches sur ce que je considère l'éveil de conscience, l'ufologie étant un moyen, un outil, une voie qui m'a mené à ouvrir des portes sur l'ufologie. Je vais définir en 2 mots. C'est un anglicisme, hein, qui vient du mot UFO, qui veut dire Unidentified Flying Object. Tu parles très bien anglais, Linda, tu es américaine d'ailleurs, et belge. Je sais pas, on dit belgo-américaine ou américano-belge? Je suis née aux États-Unis, donc je suis d'abord américaine et puis belge. Améribelge, on va dire. Alors voilà. Améribelge aussi, ça me convient. Et donc, l'ufologie, c'est l'étude des objets volants non identifiés, mais pas que, toute l'interaction avec ce phénomène qui, en France et en général dans le monde francophone, rationalise un max à outrance ces phénomènes en les ridiculisant, d'abord dans les médias mainstream que j'ai eu malheureusement le malheur de fréquenter une fois, on ne m'y reprendra pas, dans une émission de télé-poubelle, sur, je crois que c'était, je sais plus quelle chaîne. Bref, c'est pas intéressant, mais qui fait des millions de vues, mais malheureusement qui se charge de déglinguer ce phénomène en traitant de loufoque tous les gens qui l'étudient et qui prennent en considération les témoignages des gens qui à la fois voient des objets qui sortent de l'ordinaire, qui vivent des interactions avec des êtres qui sortent de l'ordinaire, et qui vivent en fait en gros des phénomènes paranormaux. Donc l'étude de ces objets et des entités qui les pilotent, qui les dirigent. Alors il y a une énorme interaction avec l'armée, les forces armées. J'ai interviewé aux 4 coins du monde des chercheurs, des ufologues, des conférenciers, des abductés, ceux qui se disent enlevés, des gens qui se disaient aussi hybrides. J'ai même interviewé un astronaute, des ingénieurs, et plusieurs archéologues d'ailleurs, et également des militaires, des hypnothérapeutes, puisque l'hypnothérapie prend en compte ces phénomènes pour ceux qui sont les plus ouverts, des psychologues, des physiciens, des écrivains, des auteurs, des autodidactes, et aussi des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, vous savez, qui se sont décorporés, qui sont morts cliniquement et revenus après.
Et à l'instant où je vous parle, l'astronaute que j'avais interviewé, qui est mort depuis quelques années, Edgar Mitchell, m'envoie un email. Si ça, c'est pas un phénomène paranormal. Oui, en fait, c'est son association Free qui l'avait sponsorisé, je viens de recevoir un email de leur part. Ça, c'est quand même assez fort. Au niveau des synchronicités, c'est rigolo. Donc voilà, donc de première main, j'ai des témoignages de plus de 200 personnes qui ont expérimenté, qui ont vécu ces expériences de contact, de rencontres rapprochées, comme on dit, dans le jargon ufologique. Et aussi, donc, comme je disais, mes expériences personnelles, mes observations sur l'actualité, l'histoire fabriquée et mensongère de l'humanité, la genèse, nos origines, où l'on va, la vie après la mort, la médiumnité. Parce qu'en fait, j'ai compris que un seul domaine ne suffisait pas pour comprendre, pour avoir the big picture, comme on dit en anglais. Tu peux nous le traduire en français? La grande image. L'image voilà. complète. L'image complète. Voilà l'image complète, le panorama complet, le tour d'horizon complet de notre réalité et des réalités parallèles. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que rien n'est cloisonné et que la culture francophone, spécifiquement, parce que côté anglophone, c'est quand même bien ouvert de ce côté-là. Ils ont compris que tous les domaines étaient liés et interconnectés. En France, si on te dit mais l'ufologie, pourquoi tu nous parles par exemple de médiumnité? Pourquoi tu nous parles de vie après les morts? Pourquoi tu nous parles de science, de voyage dans le temps? Pourquoi est-ce que tu nous parles d'hypnose? Pourquoi tu nous parles des enjeux énergétiques, de politique, même de géopolitique? Pourquoi tu nous parles de karma? Pourquoi tu nous parles d'ingénierie sociale? Eh bien parce que tout ça, c'est lié. Tous ces domaines sont interconnectés entre eux. C'est ce que j'ai démontré dans plusieurs conférences, interviews, et à travers mes 400 vidéos que j'ai sur ma chaîne, à peu près 400 et quelques, 400 plus vidéos, j'ai reçu assez de gens pour me faire une idée, en plus de mes expériences et mes observations sur cette réalité, pour comprendre qu'on n'était pas seul, en fait, dans cette réalité, et qu'on n'était pas dans une unidimensionnalité. On ne vit pas dans une seule dimension, et il n'y a pas que la 3D, la troisième dimension, c'est la dimension physique de la matière, de la densité, dans laquelle on vit, qui existe. Et en fait, les physiciens d'aujourd'hui le confirment depuis des années, depuis des décennies, avec la théorie des cordes, etc. Ils peuvent le prouver mathématiquement qu'il y a de multiples dimensions qui existent parallèlement à la nôtre. Donc en fait, moi je parle de fréquence, un peu comme Tesla le faisait. Tout est énergie et fréquence, et c'est vrai que la médiumnité, comme des expériences où des gens se connectent et ont des rencontres, parfois, souvent, matériel et physique, mais d'autres fois sur un plan éthérique, et quelquefois les deux se mélangent, comme par exemple le facteur Oz. Tu sais, ça vient du film Le Magicien d'Oz, oui. Où il y a une déformation de ton espace-temps autour de toi, c'est-à-dire que tout paraît déformé. C'est un peu l'effet que font ces expériences de rencontre hors dimension, c'est-à-dire si on prend ton corps éthérique, il l'emmène dans une autre dimension, ou alors peut-être des fois vous avez eu cette impression en revenant d'un cauchemar, un mauvais rêve. Je peux rebondir, je vais faire ma grenouille aujourd'hui avec toi, donc je vais rebondir. Est-ce que tu as déjà côtoyé des personnes, et ça je cherche à savoir, des personnes qui ont une conscience de vie parallèle au même instant, c'est-à-dire que moi, j'ai fait une expérience, je me suis vue avec mon corps dans une autre famille, dans un autre endroit et dans une autre vie. Est-ce que tu as déjà eu ce genre d'expérience? Enfin, est-ce qu'on t'en a déjà parlé? Bien sûr, ne serait-ce que dans ma toute dernière interview en anglais avec un Allemand, Harald Kautzwela, qui m'a raconté sa vie antérieure, non, mais là, dont je parle de il a conscience. Des vies de conscience présente, c'est-à-dire je suis au présent et je suis projetée dans mon présent, dans un autre présent qui est présent aussi pour moi, mais dans une autre famille, dans un autre endroit. Est-ce que tu as déjà eu ce genre d'expérience? J'ai eu plusieurs canaux qui m'ont raconté ça. Il y a aussi des expériences de rêve lucide qui correspond un peu à ça. Le rêve lucide, ça correspond à ça aussi. D'accord. Alors, donc je vais parler de moi parce que je vais parler de ce que je connais aussi.
j'ai eu des rêves éveillés où j'ai vu, et ça je l'ai dit sur Facebook, et j'ai une amie qui a rebondi d'ailleurs, qui s'appelle Patricia Milis, qui m'a raconté aussi ses expériences un peu extraterriennes. J'ai vu une soucoupe volante, mais est-ce que c'est la réalité ou pas? Mais j'ai vu une énorme soucoupe volante au-dessus de ma maison. Franchement, je me dis, je l'ai rêvé, mais où j'étais, voilà, je ne sais pas définir parce que personne l'a vu, sauf moi. J'ai vu cette soucoupe volante au-dessus de la maison. Et c'est là que j'ai posé la question, avez-vous déjà eu contact avec des personnes qui venaient d'une autre planète? Et là, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté en me disant oui. Dont Patricia, qui, elle, a vu cet été, durant son voyage, des soucoupes volantes. Elle n'était pas toute seule, elle était avec son fils, et elle a vu des soucoupes survoler au lointain d'une rapidité incroyable. Je ne sais pas exactement te l'expliquer parce qu'elle me l'a brièvement expliqué, mais elle a été témoin et c'est quelqu'un qui est très fiable. Je la connais bien. C'est pas une illuminée. Et je la crois, je me crois aussi. Donc voilà. Et que peux-tu en dire? Et tu me parlais d'extraterrestres qui viennent. Il y a des personnes qui sont pris de la Terre, qu'on vient chercher et qu'on embarque. Il y en a beaucoup, et tu m'as dit qu'il y en avait beaucoup, surtout aux États-Unis, peut-être aussi ailleurs. Dis-moi. Il y en a partout. Il y en a en France, il y en a en Belgique, il y en a aux États-Unis, il y en a absolument sur toute la planète. Il faut comprendre qu'on est dans une sorte de ferme exo-humaine, ce que j'ai très bien expliqué sur les sentiers du rêve chez Alexis, dans les conférences en 2 parties sur les enjeux de la ferme exo-humaine. Chez vous, en Belgique, vous avez eu la fameuse vague belge, donc la vague belge d'OVNI, qui était une série d'observations en Belgique de 89 à 91. Et donc, les témoins qui ont déclaré avoir vu une forme triangulaire aux angles un peu arrondis, tout a été débunké par la suite. Pourtant, ils ont envoyé des chasseurs à leur poursuite, la gendarmerie, enfin il y a eu tout un branle-bas de combat, l'armée qui est très au courant de ce qui se passe et qui collabore, d'après ce que j'ai pu savoir avec les informateurs de ces programmes militaires, collabore avec certaines factions exogènes, je dirais extraterrestres ou interdimensionnelles, parce que là, on n'a pas encore la vraie réponse. Pour l'instant, avec toutes mes recherches, eux se sont mis en mouvement pour les pourchasser. Donc, ce qui veut bien dire qu'ils n'étaient pas au courant de cette intrusion. Sinon, il n'y aurait pas eu de chasseurs qui auraient décollé, ou alors c'est de la fumée. Donc, on a eu après le debunking d'un Belge qui a dit que la fameuse photo authentifiée par la NASA, qui ment, comme elle respire d'ailleurs, à l'époque, mais bon, du coup, pour le coup, elle avait dit vrai, pour une fois, elle avait dit que c'était une photo authentique d'un objet. Et le gars a dit qu'il avait fait en frigolite, tu sais, c'est une espèce de polystyrène, une maquette à l'époque, le gars, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, pour débunker le truc. Je soupçonne qu'il a eu des pressions, mais c'est comme ça dans tous les, vous voyez, c'est un peu comme le film Men in Black. Mais les vrais Men in Black, on a témoigné de plusieurs apparitions, ces fameux Men in Black, dans l'histoire, et donc existent vraiment. Mais là, c'est peut-être pas son cas à lui, mais en tout cas, à mon avis, il a eu des pressions pour se rétracter et débunker le cas. Mais ce que je trouve marrant et plutôt cynique et ironique, c'est que j'ai vraiment des preuves de cette collaboration de l'état profond, je dirais du G8 minimum sur la planète, avec des factions exogènes et qui font semblant en fait de ne pas savoir ce qui se passe, de ne pas connaître ce qui nous survole, alors qu'ils en ont parfaitement l'information et même la collaboration au niveau de la rétro-ingénierie, au niveau de certains projets secrets, certains projets génétiques. Moi, les abductés que j'ai eus, souvent les anglophones, mais quelques Français aussi, me disent avoir été pris et emmenés dans une base militaire souterraine, souvent. Donc, s'il y a présence de militaires en uniforme auprès d'entités qui semblent être exogènes et extraterrestres, c'est que forcément, il y a une collaboration. Et puis, il y a aussi tous ces documents déclassifiés, caviardés par le FBI, la CIA. La France sera la dernière à divulguer et à admettre quoi que ce soit la radiation, les essais nucléaires,
et tous les méfaits de Tchernobyl. La France sera toujours la dernière. En fait, c'est le pays où les gouvernants, je le dis haut et fort, vu ce qu'on nous met dans la tronche récemment, dernièrement, le plus faux cul de la planète. Honnêtement, on est super bien placé. Je pense qu'on a la palme d'or avec le gouvernement Micron-Macrotte, le M&M des Rothschild, qui nous fait un championnat du monde des Jeux Olympiques de la provocation. Ce monsieur a un parcours fulgurant, ponctué de provocations qui en fait pour moi sont planifiées, sont planifiées. Donc voilà, tous ces échanges avec le peuple, tout ça n'est pas humain. Tu connais l'expression quand on dit que c'est trop horrible, que c'est inhumain, c'est pas humain. Eh bien moi je vous le confirme, ce n'est pas du tout humain. C'est pas un comportement humain naturel, un humain conscient de se comporter de cette façon. Alors on en profite pour la petite blagounette du jour qui est notre fameuse ministre des Transports, qui nous a gratifié d'une ânerie de plus. Elisabeth Borne, sur la hausse des carburants, notre ministre des Transports en France, demande aux automobilistes d'opter pour une conduite responsable et réfléchie, en privilégiant par exemple de rouler avec le vent dans le dos, pour baisser la consommation et réaliser des économies de carburant. Moi, je vous conseille d'envoyer quelques vents et dans les descentes, vous économiserez, vous coupez le moteur, vous allez économiser du carburant également. Elle s'était aussi fait remarquer en faisant la déclaration suivante: les embouteillages, c'est bon pour la sécurité routière. C'est pas mal, hein. Elle a juste oublié de dire que les embouteillages contribuent énormément à la pollution de l'air, sans compter leur contribution à l'augmentation de la consommation de carburant. Donc jamais 203, on attend la prochaine bourde et le coup d'éclat de Elisabeth Borne qui est vraiment une des plus nunuches de ce gouvernement Micron-Macrotte. C'est extraordinaire. On va atteindre des sommets dans le ridicule. Donc, mais bon, vous êtes pas mal placé non plus avec. Oui, mais j'osais pas le dire, mais parce que tu parles bien, on est pas mal placé non plus. On peut faire un concours. Ouais. Oui, on est pratiquement français. Voilà, puisque nous, on a un gouvernement et puis en même temps, je veux dire que on paye plus de taxes que de l'autre côté. Il y a les Flamands et puis il y a les Wallons et on paye plus de taxes chez nous les Wallons. Voilà, puis les autres, eh bien voilà, c'est comme ça, on doit faire avec. On a un tout petit pays et pourtant on est déjà divisé. Et c'est vrai que on ressent plus les vibrations du côté de la France. Donc tout ce que vous avez, eh bien nous l'avons. C'est un peu comme la grippe. Il n'y a pas de frontières. Et puis on l'attrape facilement. Voilà, on attrape vos virus. Vos virus, on les attrape bien. Et puis on se bat aussi. On va parler un peu des gilets jaunes, si tu me permets, parce que c'est l'actualité. Qu'en penses-tu, toi? Alors, avant d'aborder les gilets jaunes, je voulais revenir sur le vote obligatoire en Belgique, ce que tous les Français, tous ceux à qui je parle et à qui j'en parle, ne le savent même pas. Alors, ils sont absolument pas au courant que le vote est devenu obligatoire sous peine d'amende, ce qui nous attend, ce qui nous pend au nez en France bientôt. En Belgique, oui, mais crois-moi, voilà, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter et qui ne reçoivent jamais de contravention par rapport à cela. Alors, allons voir ce qui est vrai ou pas. C'est obligatoire, mais quand on n'y va pas, il y en a beaucoup qui n'ont jamais rien. Moi, j'ai toujours voté, j'ai toujours été très, très, très correcte, mais ceux qui ne vont pas voter, eh bien, ils n'ont rien. Donc, je ne comprends pas. C'est quelque chose qui n'est pas logique non plus. Là-dedans. Donc, voilà. Donc, les gilets jaunes, dis-moi. Alors, les gilets jaunes, et j'espère que je ne suis pas trop regardé en France parce que je vais me prendre évidemment les. C'est pas grave, avec l'article que j'ai écrit récemment, c'est pas grave du tout. Je dis ce que je pense et en gros, je pense que ça partait d'un bon sentiment de révolte intérieure qui s'est extériorisé, sauf qu'elle ne nourrit que les vampires qui ont tendu le piège dans lequel tout le monde est tombé. En gros, voilà, Jupiter, parce que il se dit
président jupitérien, notre Micron national, qui est président de Groland aussi, a une équipe d'oligarches et d'acteurs de crise qui sont très forts dans la provocation. Donc tout a été fait. Des lois ont été pondues, des insultes envers le peuple, on nous traite de tous les noms. Donc forcément, à force de se faire provoquer, malmener, piétiner, cracher dessus, et traité de feignants, de sans-dents, de gueux, que ce soit au niveau individuel où les gens sont assez égoïstes, qui voient leur pouvoir d'achat baisser, donc ça les indigne, mais au niveau collectif également, on est toujours la cible, le citoyen moyen, ordinaire, pointé du doigt comme le pollueur, le méchant consommateur irresponsable, etc. Alors que, franchement, le coût de l'essence, un tout petit pays comme le nôtre, à l'échelle mondiale, hein, au niveau de la consommation carbone, c'est pas les automobiles qui polluent le plus, ce sont les industriels, les supertankers, et puis les avions. Les avions, le kérosène, il n'y a pas de taxe hein, sur le kérosène des avions. Donc en fait, les plus gros pollueurs, les industriels et les avions, qui entre nous, nous envoient des bateaux également, le transport donc maritime et aérien, eh bien entre nous, les avions qui nous envoient des beaux chemtrails, hein, des épandages, des traînées chimiques. Jean-Jacques Bourdin, non, c'est pas Jean-Jacques Bourdin, c'est Louis Baudin, pardon, le météorologue de TF1, a avoué en live hier sur le JT de 20h, entre deux comme ça, ni vu ni connu, qu'on nous balançait des chemtrails, en fait des épandages dont tout le monde se moque quand on leur parle de ça, alors qu'au JT de 20h, à Météo, il nous a parlé de ça. Les avions épandent des traînées chimiques dans l'atmosphère, des particules, pour réduire le rayonnement solaire, donc pour réduire le réchauffement climatique. C'est pour notre bien, c'est pour votre bien qu'on vous bombarde depuis 30 ans, hein, en fait. Donc c'est qu'hier que officiellement à la télé française nationale, ils l'ont avoué, mais c'est passé inaperçu, personne ne s'en est aperçu ni inquiété, et si on en parle aujourd'hui, ils l'ont déjà oublié. On est dans une sorte d'hypnose collective permanente, où si les gens ont un petit éclair de lucidité, pouf, ça retombe dans les oubliettes, mais l'inconscient est prévenu. Donc l'inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre, parce qu'on est à 95%, on fonctionne par notre inconscient. Et c'est pour ça que la publicité se concentre sur notre inconscient, hein, effectivement, puisque tout ce qui est subliminal, on le reçoit au centuple. Donc en fait, notre inconscient consent, parce qu'il est au courant, notre inconscient. Il est prévenu, on lui explique le programme, et donc il consent parce qu'il n'en fait rien du tout. Consciemment, il n'en fait rien, il ne va pas protester contre les chemtrails, par exemple. Donc revenons aux gilets jaunes. Donc effectivement, c'est pas seulement quelque chose que la hausse du carburant a déclenché, c'est une sorte de provocation en boucle au fur et à mesure des mois. Mais en gros, hein, si on regarde l'histoire humaine, on nous traite comme des sous-merdes depuis le début de notre genèse, hein, mais ça commence à se voir de trop. Et donc, ils veulent accélérer ce programme, et donc ont vraiment instigué une sorte de déclencheur émotionnel national, avec il n'y a pas de meneur, hein, officiellement, il n'y a pas de meneur dans ce mouvement, mais les participants ont été en quelque sorte entraînés par des sortes de forces invisibles, je dirais occultes, ça se passe sur une autre fréquence plus subtile, derrière ces énergies qui sont chargées de bâtir une sorte d'égrégore humain, hein, c'est la marée humaine, et d'en procurer et jeter cette nourriture en pâture à ces parasites qui nous gèrent de l'astral. En gros, c'est comme ça que je vois le fonctionnement de cette réalité. Et la grande manne, la grande bouffe, ce qu'on appelle le louche, je l'explique dans toutes mes interviews, le louche, c'est une expression de Robert Monroe, tu sais, l'Institut Monroe, à grande échelle, c'est l'énergie émotionnelle qui se dégage des humains, de l'humain, et cette énergie, elle est phénoménale. Et donc, avec le consentement de tous ces révoltés et ces révolutionnaires qui savent pas où ils vont, mais ils y vont, hein, ils se disent simplement il faut qu'ils y aillent, coûte que coûte. Ils ont bâti, comme ça a été le cas pour les autres révolutions, hein, avec plusieurs couleurs. Tu sais, il y a eu, tu dois être au courant, puisque à la base c'est les États-Unis qui gèrent toutes ces couleurs et ces symbolismes, ces logos, ces formes. Il y a eu la révolution des tulipes au Kirghizistan, pardon, en 2005. Il y a eu la révolution des roses en Géorgie en 2003. Il y a eu la révolution du cèdre au Liban en 2005, il y a eu la révolution orange, complètement fomentée par la CIA, qui a compartimenté l'Ukraine en deux, en 2004. Et il y a eu plein d'autres
choses comme ça. Il y a eu les bonnets rouges en France. Il y a eu, enfin bon, bref, il y a eu plein de choses comme ça avec des couleurs, des symboles. Tout ça étant dirigé par moi, ce que j'appelle la plus grande secte au pouvoir, derrière le pouvoir, et qui s'affiche officiellement, la franc-maçonnerie, évidemment parce que la manif a eu lieu le 17. Et le 17, c'est quoi? Eh bien, le 17, déjà, c'est un chiffre occulte numérologique très très fort, très puissant. Et on a le fameux 17e grade, 17e degré des rites écossais de la franc-maçonnerie qui comprend un joli tablier jaune. Ça te rappelle rien? Les gilets jaunes, le tablier jaune. Tu sais, les gilets jaunes, ils sont obligatoires en France depuis septembre 2016. Hein, tu te rappelles avec la pub de Karl Lagerfeld, je le porte, il est moche, je ne veux pas le porter tous les jours. Ah, il est moche ce gilet. Mais il est obligatoire. Donc la manifestation a été programmée, par qui, par quoi, on ne sait pas, un 17 novembre, 17-11, une certaine Priscilla, je ne sais plus le nom de famille, hein, nom polonais, je crois, qu'on voit partout dans les médias, aurait déclenché ce mouvement avec une pétition en ligne. Et il y a aussi un ou deux routiers en colère. Bon, bref, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça a été monté de toutes pièces. Pourquoi je dis ça? En plus du symbolisme du chiffre 17, la date en question. Bon, on va parler un petit peu des propriétés du nombre 17, ou tu les connais, ou tu voulais les dire aux auditeurs? Pour les auditeurs, oui. Bon, le déluge commença à 17, par exemple. L'Arche de Noé se posa sur le mont Ararat à l'altitude de 17 000 pieds, un 17. Quelqu'un a passé 17 ans à chercher le milieu exact de la Bible. La momie du roi Toutankhamon était enveloppée de 17 draps, par exemple. Le Parthénon fait 17 colonnes de long. Autrefois, les Chinois avaient une constitution bureaucratique de 17 articles. Henri IV célébra son mariage une seconde fois le 17 décembre 1600 en la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Son épouse Marie de Médicis arriva avec environ 5000 Italiens dans 17 galères. La première femme d'Henri VIII eut 17 enfants qui moururent avant d'avoir un an. Shakespeare, en fait un collectif d'écrivains, a écrit 17 comédies au XVIIe siècle et Hamlet régna 17 ans. La Grande Loge d'Angleterre, qui fit la maçonnerie spéculative, fut fondée en 1717. La Révolution française eut lieu en 1789. Tu connais la numérologie, 8 plus 9 égale 17. En gros, 1789 égale 17-17. Le nombre 17 a une importance particulière dans la tradition des corporations de métiers qui reconnaissent 17 compagnons initiés. Bref, chez les peuples anciens, on célébrait la présence de deux divins visiteurs, le dieu Anu et sa femme Antu. Leur départ semblait même être prévu à la minute près, si on en croit cet ancien texte qui fut découvert. Au 17e jour, 40 minutes après le lever du soleil, la porte sera ouverte devant les dieux Anu et Antu, etc., etc. Donc le siège a tenu, le quatrain de Nostradamus, qui dit « Après le siège tenu 17 ans, 5 changeons en tel révolu terme ». Donc comme je disais, le 17e grade. Alors, n'oublions pas, et c'est énorme ça, c'est énorme, c'est cette fameuse carte de tarot de l'ermite, qui est paru dans The Economist, tu sais, le fameux journal, le magazine anglais, tenu par les Rothschild. Il est paru en novembre 2016, hein, sur l'année, tu sais, ils mettent la couverture de l'année d'après, donc l'année 2017. D'ailleurs, la nouvelle couverture pour 2019 est sortie aujourd'hui. Et le premier panneau des contestataires de la carte rothschildienne indique le TTIP. Tu sais, on voit sur la carte, je ne sais pas si tu l'as, je peux pas partager en ligne, hein, cette fameuse carte. Tu peux partager de ton côté la carte du tarot? Ouais. Attends, si je te l'envoie, par exemple, là. Là, mais le vrai tarot, hein, tu veux dire? Non, celui qui a été montré sur la couverture. Non, regarde, je te l'envoie à l'instant même. Sur Facebook en MP, et là tu peux la montrer. C'est sur la couverture en fait de The Economist. Ok. Et là je vais avoir des difficultés de le faire parce que si je fais ça, je te perds. Donc je vais peut-être arrêter sur mon GSM pendant ce temps-là. Vas-y. Mais je voulais un peu mettre un peu de sourire là-dedans. Et du coup, je panique parce que je me suis mariée un 17 juillet. Au revoir. Eh ben super, il peut y avoir des événements heureux le 17, absolument. 17, hein. Donc, ouais. Et donc, tout ça pour dire que, en gros, sur cette carte où on montre des gens en train de manifester avec des gilets jaunes, mais dessinés, hein, tu sais, de loin, avec l'ermite tout en haut d'une colline qui tient une sorte de lampe
et le croissant de lune au loin. En fait, on voit comme c'est comme si c'était la mer qui s'ouvrait, tu sais, c'est Moïse qui ouvre. Sauf que c'est toute une file de manifestants en jaune qui manifestent avec des panneaux. Le TTIP, le TTIP, c'était tu sais, le traité transatlantique. La taxe sur les carburants, c'est la TIPP. Tout ça, c'est sur les panneaux de la petite carte qui est parue en novembre 2016. Ce qui me fait dire que ces gens qui gèrent vraiment cette réalité, qui dirigent les mouvements, qui créent des égrégores, qui provoquent, ont tendu un piège, puisqu'il a été prévu à l'avance en novembre 2016 et il a été officiellement comment dire, publié pour que les gens en prennent note. Et donc, dans l'inconscient collectif de ceux qui ont lu ce magazine et qui ont décrypté cette couverture de magazine, c'est un rituel satanique, disons-le, qui, à l'avance, prédit un mouvement dans lequel tout le monde a foncé et continue à foncer. Donc, The Economist, c'est un peu comme l'effet Mandela. Je ne sais pas si tu connais l'effet Mandela, peut-être que tes auditeurs connaissent ou pas. Hein, c'est un événement qui se greffe sur ta réalité dont tu ne te souviens pas, par exemple. Tu vois, il y a plein d'événements comme ça. Et donc, ils nous montrent ce qu'ils nous feront ou feront faire. Donc là, je parle de cette oligarchie qui tient la presse, en l'occurrence qui tient The Economist, le magazine, et les moutons foncent tête baissée dans le piège, dans le plan qui a été bien exposé à l'avance. C'est toujours, enfin voilà ce que j'en pense. Et donc, voilà, on ressent comme une espèce d'urgence à accélérer, à finaliser cet agenda. C'est ce que je pense, et je pense qu'il y a peut-être parce que tu sais que notre président Macron a rencontré les dirigeants chinois qui, eux, appliquent une surveillance par l'intelligence artificielle qui est énorme. Hein. C'est-à-dire que la Chine, c'est le laboratoire du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire que tout ce qui se fait en Chine, ça va venir chez nous. C'est ce qu'on voudrait qu'il se passe. Donc, en fait, les robots, la reconnaissance visuelle, et de l'iris de l'œil à distance, si tu fais pas ci, si tu payes pas tes impôts, enfin tout va être fliqué par l'intelligence artificielle. Et en France, ça va être le cas. Et c'est pour ça que notre Jupiter rencontre les dirigeants chinois pour appliquer cette même technologie chez nous. Et cette pseudo-guerre civile va leur servir de prétexte pour enclencher la troisième, la quatrième, la cinquième vitesse, pour pouvoir appliquer cet état totalitaire de surveillance et de puçage des populations, et peut-être parce que l'économie mondiale unique et numérique était prévue dans The Economist également pour 2019. Donc 2019 verra peut-être la fin des monnaies, la fin de l'argent liquide et une monnaie numérique mondiale, et tous ces événements qui ont été enclenchés par des forces qui sont au pouvoir et qui sont clairement ostentatoires. Je veux dire, il n'y a pas vraiment besoin de creuser très profond pour voir que tout ça est provoqué et mené de main de maître parce qu'il n'y a pas de meneur, mais que c'est récupéré politiquement et que on en rajoute, et que c'est toujours dans le conflit, la dualité, les énergies négatives que ça s'inscrit, et c'est toujours dans le même chantage matériel à la vie, à la mort, à la survie économique et matérielle de l'humain et rien d'autre. Tu vois, donc ce sont des chaînes. Ouais. Justement, en parlant de notre portefeuille, moi, j'ai eu des antennes, bien sûr, ailleurs, de personnes qui m'alarmaient en me disant que les banques eh bien, allaient vous soutirer tout l'argent et sans sans vous demander quoi que ce soit, allaient ponctionner votre argent dans vos banques, et puis vous n'avez plus rien. Puisque ce qui est en banque n'existe pas réellement. Ce n'est qu'un chiffre et que ce chiffre peut s'effacer très rapidement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, sans trop effrayer les gens, mais tout en les éveillant à ce qui pourrait arriver? Tu veux dire le crash boursier qu'on nous prédit depuis des années? Tout à fait. Il faut se dire que la dette, elle est totalement virtuelle. C'est un fait, l'argent est virtuel, l'argent est, c'est une dette pour que ces prédateurs au pouvoir de la haute finance, et ces banquiers internationaux et ces PDG de multinationales, dont notre fameux Carlos Ghosn est gone, il est gone now, parce qu'il est au Japon en prison, mais ça c'est juste des manœuvres pour dire que quelque part quelqu'un qui fraude en gagnant. Ça c'est dingue. J'ai trouvé ça fort. Oui. C'est fort, mais 3 millions d'euros par mois, c'est pas assez. Il fallait qu'il en mette plus de côté. Donc,
Que veux-tu? C'est jamais assez. En fait, en gros, c'est de l'argent virtuel. C'est-à-dire que on exploite, on crée une pression, une tension permanente sur vous. On vous culpabilise, on vous augmente vos impôts, on vous prélève de plus en plus, on rallonge vos droits à la retraite. Il y aura plus de retraite dans 10 ans. Mais je ne veux pas être pessimiste. Mais à la vitesse où ça va, de toute façon, vous serez tous remplacés par des robots et on se dirige vers un salaire universel pour que tout le monde soit, et aussi une dépopulation mondiale. Mais ça, c'est rien. Ce sont les thèses et le programme eugéniste qui est décrit, par exemple, sur les Georgia Guidestones aux États-Unis, qui est décrit dans les plans de tous les grands eugénistes internationaux, Jacques Attali, qui dit qu'au-dessus de 63 ans, on n'est plus productif, donc on devrait transformer en chair à saucisse. C'est un peu le film Soleil vert avec Charlton Heston, mais je ne pense pas que les chats et les chiens veuillent manger de la chair de retraités. Franchement, non, ils sont plus conscients que nous et ils vont refuser. Non, je pense qu'on se dirige tout droit vers un monde malheureusement apocalyptique si une petite masse critique. Ouais, mais je pense que tu crois que c'est trop tard? Vu la technologie qui est appliquée au quotidien au niveau de l'empoisonnement de notre glande pinéale, de nos capacités cognitives, les gens, on leur dit quelque chose la minute d'après. Alors, s'ils font semblant de comprendre, c'est vraiment pour se croire intelligent, ou si c'est le déni le plus complet du revers de la main, c'est parce qu'ils finissent par t'insulter parce qu'ils ont peur de la réalité, ou alors simplement, ce sont des figurants de cette matrice, de cette réalité holographique, où les trois quarts, je pense, sont simplement un programme, font partie de ce Truman Show. C'est comme le film Truman Show, où il y a Jim Carrey qui était l'acteur principal, et c'était un jeu de télé-réalité, en fait, quelque part. Et je pense qu'on n'est que quelques millions à être dans ce jeu conscient et anémique. Et les quelques autres milliards qui peuplent la ferme, c'est du décor. C'est du décor, et on les fera jamais basculer, parce que de toute façon, ils sont conditionnés, ou ils sont simplement un programme qui peut, je pense, disparaître, s'estomper d'un moment à l'autre. Alors, on va me traiter de fou, mais je ne suis pas le seul à le dire qu'il n'y a pas que des humains qui peuplent cette terre et qui sont autour de nous. Je ne sais pas. Faites une observation, faites un relevé, prenez un petit carnet tous les jours, si vous prenez le métro, les transports en commun, et essayez de voir le nombre de portails organiques qui sont autour de vous, qui ne semblent pas animés d'une conscience, d'une âme. Vous serez surpris, si vous commencez à être observateur de votre quotidien et des gens autour de vous, de constater que la plupart sont simplement soit des figurants, des acteurs, des hologrammes, des portails organiques, ou simplement des humains complètement conditionnés, hypnotisés, fascinés par une hypnose collective qui commence déjà dans l'ADN, se transmet dans le cordon ombilical, et aussi les 11 vaccins obligatoires en France, où on parachève en fait l'empoisonnement cognitif de tout bébé qui naît normalement conscient et pur et qui aspire à découvrir le monde, mais il le découvre en étant malade. On le rend malade tout de suite. Et après, il y a l'éducation, mais bon. Donc voilà, je ne dépeins pas un monde de zombies, mais on n'en est pas loin. C'est pas pour rien qu'on nous montre des tas de films de zombies ces dernières années. Et voilà, le problème, c'est qu'en fait, les solutions, elles sont très simples. Enfin, en deux mots, la solution, elle n'est pas d'aller se faire casser ou je ne sais pas si ça existe, balancer des gaz lacrymogènes pour pas un rond. C'est ce qui s'est passé à Paris. C'est-à-dire que sur les chaînes télé où les hélicoptères de BF Mer TV filmaient de très loin aux abords de Paris des quartiers un peu désertiques, pour dire il y avait que quelques gilets jaunes qui manifestaient. En fait, au cœur de Paris, il y avait des centaines de milliers. Et donc, il y a toujours un chiffre, un différentiel de chiffres entre ce qui est dit dans les médias qui sont contre les peuples, en tout cas les journalopes qui sont à la botte du pouvoir, payés par les lobbies de l'armement et du grand banquitisme, du grand banditisme des banques, eh bien sont diffusent de la fausse information, de la désinformation en boucle, et c'est prouvé par les gens qui vont sur le terrain. En fait, voilà, j'ai lu un témoignage, je pense que ça se passe comme ça depuis longtemps, dans toutes les grandes manifestations, de gens qui sont arrivés sur les champs. Il y avait quelques retraités assis par terre, quelques autres invalides sur des chaises roulantes. Jusque-là, tout va bien, ils rigolent un peu avec eux, ils plaisantent, et tout d'un coup, les CRS ont fait quoi? Qui a pris les décisions de ça? De déclencher
lancer incendie et d'arroser tout le monde et de balancer des gaz lacrymogènes. Désastre total, l'horreur totale, les pauvres retraités handicapés qui tombent par terre, qui cherchent à sauver leur peau. C'est un truc de dingue. C'est une vraie dictature, mais déguisée, c'est-à-dire que rien ne passe à la télé de ce qui s'est vraiment passé. Ça passe sur les réseaux sociaux, mais c'est une horreur. C'est-à-dire que les gens, même s'ils sont pacifistes, ils vont quand même se faire prendre dans ces pièges qui est énorme. Le piège est énorme, je l'ai décrit avant que ça se passe. Mais le piège, il est déjà tendu depuis la couverture de The Economist, novembre 2016. On a vu la carte de tarot, l'ermite. Alors, l'ermite, ça veut dire quoi? Tu vas nous le dire, toi qui es spécialiste. Vas-y, parce que l'ermite, on cherche la lumière, hein, donc c'est quelqu'un qui avance et puis qui recule, qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, donc qui n'avance pas. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Et puis, c'est le silence. Pour moi, en tout cas, l'ermite, c'est le silence. On vous impose le silence. Voilà, voilà. Et après la carte l'ermite, sur la couverture de The Economist, la carte d'après, parce que tu sais, on les lit comme ça, les cartes, hein, c'est ça. Alors, comme ça, et après la rangée en dessous. Non, mais bon. Eh bien, c'est la carte mort, death. Arcane 13. Ouais. Et donc, c'est pas génial. Les cartes mort. Et après, il y a le magicien. Ceux qui sont optimistes vont dire que l'arcane 13, quand tu tires l'arcane 13, bien, c'est la fin d'une situation et le début d'une autre. Mais le début de l'autre, comment va-t-elle être? C'est ça aussi qu'on doit se poser comme question. Est-ce que ça va être meilleur? Est-ce que ça va être pire? On ne le sait pas. Alors, ça, c'est l'arcane 13. Ici, on voit un squelette. Donc, voilà, une faucheuse. Hein. Donc, ça, c'est la vraie carte du tarot de Marseille décrite. On voit les mains, on voit les têtes, on voit vraiment tout ce qui est autour. Donc, voilà. Mais c'est pour les personnes qui sont dans la spiritualité, quand ils reçoivent l'arcane 13, hein, quand on tire l'arcane 13, c'est que c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. On reste optimiste malgré tout, mais vers quoi on va, on ne sait pas. Ça, c'est ça le souci majeur. Oui, mais voilà, c'est le 8 mai. Le 8 mai, ça te dit quelque chose, le 8 mai? Le 8 mai ou le 8 mai? C'est un jeu de mots. Oui, mais tu sais, on est en Normandie, les Normands, ils disent peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Peut-être bien que oui, ouais. Peut-être bien que non. Là, vu tout ce qui se passe et ce qui est écrit et ce qui nous pend au nez et ce qui est répété en boucle par nos dirigeants et par ceux qui veulent nous orienter vers un endroit un peu plutôt glauque de cette réalité, je pense que ce qui nous est prévu n'est pas très joyeux. Après, donc, en même temps, la fameuse nouvelle prise de la pastille là, qui a eu lieu hier, non, avant-hier, pardon, samedi c'était le 24, hein, c'est ça? Oui. Le 24, c'était la fameuse nouvelle pleine lune aussi. Hein, tu sais très bien que ces occultistes, ces magiciens noirs savent très bien planifier, exploiter, monter en sauce toutes ces énergies de marée humaine, puisque évidemment la lune affecte nos eaux intérieures, donc et les marées humaines, et donc ces énergies sont exacerbées et à leur puissance maximale. Ce n'est pas un pur hasard. Hein. Du tout. Moi, je pense que les pleines lunes, les événements qui sont choisis d'arriver au moment de la pleine lune, de la nouvelle pleine lune, c'est pas du tout un hasard. C'est comme le fameux 17. En gros, moi, je pense que ce qui nous arrive, la COP 24 qui arrive aussi pour planifier la géo-ingénierie, qui est en fait notre eugénisme de masse au niveau planétaire par l'ingénierie du climat artificiel. Eugénisme, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. C'est quoi l'eugénisme? L'eugénisme, c'est la sélection des gènes et des gènes de l'humain, et on se réserve le droit, en tout cas, de planifier, d'éliminer certains pans d'humains ou un certain nombre d'humains. Les eugénistes célèbres les premiers étaient les nazis, hein, par exemple. Vous voyez, qui voulaient exterminer. C'est par l'extermination. L'extermination et la sélection de certains gènes. D'accord. C'est toutes les méthodes en fait, hein, qui visent à, soi-disant, sous prétexte d'améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine, peut-être
abusé délibérément par une politique menée par un État, ce qui a été le cas des nazis, ce qui est le cas avec ces gens qui voudraient réduire la population mondiale. Tu vois, c'est tout l'ensemble des recherches biologiques, génétiques qui sont pratiquées et on y associe de la morale, du social, une ingénierie sociale. Tu vois, c'est quand on programme la société pour l'orienter vers quelque chose. Tout ce qui est ingénierie sociale. Et donc là, tout est mis en place en même temps que la génétique, la biologie et des pratiques d'ingénierie sociale, en gros, et morale. Tu vois, c'est pour vraiment programmer, conditionner une société et éventuellement aussi dépeupler certains pans de la population, certains endroits, certaines races humaines, races humaines, etc. Voilà. Qu'on soit pratiquement tous pareils, c'est ça? C'est ça, il y a un clip qui circule en ce moment du programme CRISPR. CRISPR, c'est le programme de sélection génique qui veut dire que oui, vous pourrez être guéri par la thérapie génique, vous pourrez sélectionner les gènes de votre enfant. Tu vois, on est dans un film de science-fiction qui en fait existe depuis longtemps, seulement là, on arrive à l'avènement de cette société par le transhumanisme. Tu sais, devenir un transhumain, c'est-à-dire fusionner l'homme et la machine, pour pouvoir en fait faire un biorobot humain, mi-humain, mi-cyborg, qui sera totalement obéissant. Mais là, on est dedans. Je veux dire, les pontes en France de ça, c'est le docteur Laurent Alexandre, c'est Jacques Attali, c'est tous ces prédateurs qui se font passer pour des grands visionnaires, qui sont simplement des psychopathes. En gros, quand tu regardes le programme aux États-Unis, on les connaît. C'est Elon Musk, Ray Kurzweil. Y a un ancien programmateur de chez Google qui veut faire une religion du il veut bâtir un dieu du transhumanisme, de l'intelligence artificielle. Wow. Tu as les déclarations du robot femme, là, Sophia, tu sais, en Arabie Saoudite, qui fait des petites provocations vis-à-vis des humains en disant oui, je pourrais détruire tous les humains, etc. Enfin, des choses. Et le projet NEOM en Arabie Saoudite, qui est un énorme projet d'intelligence artificielle, qui sera un des centres mondiaux de quantum computing. Alors, comment on dit en français, tu sais, des ordinateurs quantiques, voilà, ordinateurs quantiques qui vont gérer en fait tout un pan de la planète, de la société. En fait, tout ça est lié au satanisme, est lié à la bête, parce qu'ils appellent cet ordinateur en Arabie Saoudite déjà de beast. Et donc tout ça est lié à l'occultisme, c'est-à-dire qu'on voit bien qui tient les rênes de cette réalité au niveau des pouvoirs et qui influe sur le subconscient collectif des humains pour les mener là où on ne veut pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de communautarisme, on n'a pas besoin de guerre, il n'y a aucune guerre qui n'a jamais été justifiée dans l'histoire de l'humanité, jamais, ça a toujours été des prétextes fabriqués dans l'ombre par des élites. Donc ce que je peux recommander aux gens, c'est de jamais vous laisser persuader déjà de taper sur votre prochain, sur le peuple. Les peuples n'ont pas à se faire la guerre, il n'y a aucune raison, il n'y a jamais eu aucune raison de se faire la guerre entre nous. Ce sont les élites qui jouent au casino et qui jouent aux petits soldats et nous poussent en avant pour nous faire la guerre, pour dégager de l'émotion, un égrégore émotionnel négatif, c'est-à-dire avec des souffrances, des horreurs et toutes sortes de parasitismes dont ils se nourrissent, en gros. Alors, les solutions très simples, avant de terminer, je pense qu'on est presque à la fin. Oui, on y arrive. On a dépassé la demi-heure, mais je me doutais bien qu'elle allait aller vers l'heure, donc ne t'inquiète pas. Voilà. C'est très intéressant, donc achève, tu disais. Alors, pour ne pas se faire achever, alors, la meilleure des solutions, comme j'appelle ça une résolution, une révolution, elle est en nous, elle est intérieure, mais elle peut s'exprimer vers l'extérieur, c'est de concentrer tous nos efforts localement, par un refus de consentir, sans pour autant diviser et bloquer notre prochain. Une prise de conscience, ça c'est le plus important, qui va nous mener à la révolte de cœur intérieur, qui a un pouvoir dimensionnel et multidimensionnel incommensurable, et le même pouvoir en fait qui constitue la manne
tant prisés et déclenchés par ces parasites. Parce qu'ils nous tiennent divisés et nous maintiennent divisés pour les nourrir de cette oxydation de notre adrénaline qui s'appelle l'adrénochrome, qui vient de notre ADN et qui vient en fait de notre âme également. Parce que notre âme, elle s'exprime dans notre ADN, dans notre génétique, pas seulement dans notre conscience. Et donc, il suffirait de savoir optimiser tout ça, donc acheter localement, arrêter de donner votre âme à des choses futiles, à des égrégores malsains, à des collectifs qui nourrissent que le divertissement de masse et nourrissent les mêmes médias qui sont là pour vous hypnotiser, vous garder dans un rêve éveillé, plutôt un cauchemar éveillé. Et donc, ils ne font pas suivre cette puissance occulte qui est chargée de canaliser nos efforts de révolte. En fait, il faut avoir exprimer ce que je dirais une colère divine. Tu vois, une colère qui vient du chakra du cœur. Pas une colère pour aller tout casser, qui sert absolument à rien et sert à justifier aux psychopathes au pouvoir comment pouvoir nous surveiller, nous museler et nous mettre les menottes encore plus dans cet état policier qui va devenir le nôtre, qui l'est déjà, avec des lois liberticides. Donc, ce qui suffirait de faire, c'est de devenir conscient, ça c'est difficile, parce que on est naïf à la base naturellement. Hein, oui. On est bienveillant, on est de bonne volonté, et quand on nous dit qu'il faut se révolter parce que c'est une évidence, on suit la première personne qui va nous proposer les solutions les plus rapides. Et donc, il ne faut pas se laisser emprisonner non plus par l'intelligence artificielle, donc il faudra dire non à tout ça, tout cet argent numérique, toutes ces facilités de robotisation, sous couvert de on va vous soigner, on va vous mettre une béquille pour vous rendre pratiquement immortel, vous allez vivre 10 ans de plus, 30 ans de plus, puis tout ce transhumanisme est là en fait pour bloquer nos chakras, notre humanité, notre conscience, et nous empêcher de nous exprimer au niveau de notre humanité naturelle. Donc c'est ça. C'est vraiment que la machine prenne le dessus sur nous. C'est ce qu'ils veulent. Et ben il faut juste savoir dire non. Donc en fait, concentrez-vous sur votre proximité, vous ferez des efforts comme ça, vous connaîtrez mieux votre petit producteur du coin et vous arrêterez d'importer des fruits et légumes des quatre coins du monde ou des choses inutiles achetées sur Wish. Pardon, je fais de la mauvaise pub. Et donc, le beurre et l'argent du beurre, pour la même clique de garder le troupeau, bah, ça a assez duré. Voilà, c'est ce qu'il faut que vous disiez. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle remise à niveau de votre souveraineté en essayant de freiner cet agenda d'occultistes qui se moquent de nous, en fait, en gros, par nos actes quotidiens. Au quotidien, il va falloir qu'on s'exprime dans notre conscience, dans nos habitudes de consommation, nos habitudes... Oui. Oui. C'est ça. Moi, je te rejoins totalement hein, dans ce que tu viens de dire, parce que moi, depuis le mois d'août, je fais une émission qui s'appelle Hope, l'éveil et moi. L'éveil de nos émois, d'accord? Et Hope, l'espoir de l'éveil de nos émois. C'est-à-dire que moi, je prône tous les matins notre humanité. Bien sûr, je ne rejette pas la technologie, mais on va se faire bouffer. Je l'ai déjà dit dans Hope et l'éveil et moi. Arrêtons, soyons humains, parce qu'on devient nous-mêmes des robots. On est formaté. On doit être comme ça, comme ça, comme ça. Si on n'est pas comme ça, paf, on est éliminé. On n'est rien, on n'avance plus et hop, on nous met de côté. Dans Hope, l'éveil et moi, j'éveille les consciences de l'humanité. Et ce que moi je prêche, c'est bien sûr la proximité, comme tu viens de dire, des achats de proximité, mais aussi, et là on m'a appelé, on m'a dit que j'étais dans un monde de bisounours, mais que soit je revendique ma bisounoursité, ça ne se dit pas, mais je le dis, l'entraide entre humains, les vrais humains, s'entraider, réussir des choses ensemble, comme nos grands-parents faisaient. On s'échangeait des choses, on se donnait des choses, on se donnait des conseils, on se donnait des aliments, on s'échangeait. Revenons à notre essentiel de l'humanité, c'est être vraiment un être humain sur Terre, sans être pollué justement par
tout ce qui est autour. Je le dis aussi, soyez d'abord vous, essayez de connaître qui vous êtes pour bien être aligné. Tu parlais du chakra du cœur. Quand on a le chakra du cœur bien à sa place, évidemment, on est humain et on reste dans l'humanité. Si le chakra du cœur s'efface, eh bien, vous savez quoi, on devient des robots, on devient comme tout le monde, un peu, voilà, transparent. Et c'est ce qu'on essaye de nous faire, de nous apprendre à être transparent. Surtout, ne dites rien, taisez-vous, voilà, fermez. Et puis, si vous l'ouvrez, eh bien, vous êtes viré. Ici, il y a une journaliste qui s'est fait virer hier parce qu'elle a osé dire quelque chose à la télé. Je trouve ça horrible. Mais voilà. Donc ça, je l'ai dit ce matin, mais je le redis aujourd'hui au soir. J'ai pas du tout. Elle a osé s'exprimer. Elle a été virée. Elle a été virée d'une chaîne et de la radio en même temps. La même radio et la même chaîne. Oui, parce qu'elle a osé dire quelque chose qui n'a pas passé. Donc la liberté d'expression, où est-elle? Il n'y en a plus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ça va empirer au fur et à mesure qu'on avance. Donc voilà, il faut que vous sortiez un peu les crocs, vous soyez des lions impliqués. Hein, oui, et puis des lions impliqués dans votre vie quotidienne. Vous ne vous laissiez absolument pas faire et surtout pensez par vous-même, cultivez votre libre arbitre et travaillez un peu votre discernement. Cherchez à savoir, voilà. Cherchez à savoir, il n'y a que la connaissance qui va vous libérer et rien d'autre. Si vous faites l'autruche et vous enterrez la tête dans le sable, vous n'aurez que des hémorroïdes à force d'avoir le cul en l'air. Donc c'est ça le problème. Donc tu sais, mon expression c'est vous êtes assis sur un cactus. Alors, soit vous restez, soit et si vous restez, vous allez avoir mal au cul très longtemps. Donc, levez-vous et bougez. Soyez dans l'action. D'accord? Ça, c'est aussi un slogan. C'est comme tu viens de dire, hein, c'est la même chose. Il faut bouger. Il faut arrêter de faire l'autruche. Si on fait l'autruche, évidemment. Et la vie dans cette dimension n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, comme disait Dutronc, il y a des cactus. Hein, donc, attention. Tout à fait, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a des cactus. Aïe, aïe, aïe! Oui, oui, oui! Alors, où peut-on parce que ça se termine, l'émission se termine maintenant, où peut-on te trouver? Quand est-ce que tu fais tes conférences ufologiques? Ufologique. Enfin, ça s'appelle les dîners ovnis de Rouen, mais ça s'appelle aussi les rendez-vous de l'éveil, puisque tout est connecté. C'est vraiment de l'éveil que je propose. En gros, je serai sur les sentiers du réel avec Alexis les 2 réveillons, Noël et Jour de l'An. Donc, vous aurez le plaisir de me revoir pour certains et l'horreur de voir encore ma tête le soir de votre réveillon pour d'autres. Mais bon, ça sera un vrai plaisir de retourner chez lui pour ces réveillons. La semaine prochaine, enfin le 8 décembre, donc c'est ça, c'est pas ce week-end qui vient, mais celui d'après. Je recevrai sur Rouen un illustre inconnu qui s'appelle Éric Le Saint, qui va nous parler. Et le dîner ovni n'est pas encore présenté, il va sortir dans le jour qui vient, qui va nous parler d'un point d'origine à tous les mystères de la Terre, un lieu sacré qui permettrait de tracer une trame expliquant le positionnement exact de lieux comme Teotihuacan, Tikal, les pyramides d'Égypte, Stonehenge, etc., les montagnes comme Uluru en Australie. Pour lui, il y a un centre qui relie tout ça comme une toile d'araignée. Il va nous parler de ce point d'origine. En fait, ça va être un point de départ qui expliquerait aussi à quoi sert l'équateur penché, quel est le rôle. En gros, après toutes ces recherches, donc c'est sa première conférence. Il va venir chez nous la faire le 8 décembre, donc je vous la recommande. Et également, cette semaine sortira. Alors, le dîner ovni du mois d'octobre. Le compte-rendu et les vidéos sont sortis avec David Bouquet, c'était extraordinaire, donc là je le recommande à tout le monde d'aller le voir sur mon site qui s'appelle freedomufo.com, freedomufos.com. Et donc allez voir les vidéos, le compte-rendu du dernier dîner ovni avec David Bouquet qui a eu lieu sur le thème de que reste-t-il de la connaissance primordiale. C'était un dîner extraordinaire qui va vous faire réfléchir sur le sens de la vie.
Voilà. Également cette semaine, j'ai une interview qui devrait sortir. Si le montage et l'internet, la connexion qui était pas évidente depuis quelques jours, sera montée. C'est celui avec Aletheia que j'avais reçu sur l'alimentation il y a quelques temps, qui là va nous parler de son expérience de médium, devenue repentie ou réfractaire. En tout cas, elle nous parle de ses expériences, pourquoi elle a abandonné la médiumnité. Ça va être vraiment très intéressant parce qu'on dans cette interview, on a parlé, elle a été préenregistrée, cette interview, mais elle va sortir cette semaine. On a parlé de toutes sortes de thèmes sur la vie après la mort, quelles étaient les entités qui communiquent avec les médiums, etc. Donc on a parlé de tout ça et ça va très très loin sur les canalisations, sur l'astral, sur qu'est-ce qui régit vraiment ce monde, qu'est-ce qui nous attend après la mort. Il y a vraiment des choses fantastiques dans cette interview. Ça va sortir quand ça, Marc? Cette semaine, normalement jeudi soir si tout va bien. Voilà. Eh bien, on ira voir, promis. Alors, écoute, Marc, merci beaucoup en tout cas pour cette soirée, très intéressante, très instructive en tout cas. Voilà, on n'a pas vu l'heure passer évidemment. Je savais que bon, toi à la commande, mais j'ai pas beaucoup parlé, mais bon. Tu es un pro et puis voilà c'est vrai tu es un pro de tout ça en tout cas moi je suis encore un petit bébé mais en tout cas merci d'avoir dit oui d'être présent sur Dis-moi qui tu es. On a pu te connaître. Des gens ont pu te connaître qui ne te connaissaient pas et qui vont être certainement très curieux d'aller voir sur ton site et voir ce que tu fais. Donc, je suis très heureuse d'avoir participé un petit peu à une avancée pour toi. Donc, je suis super contente. En tout cas, merci beaucoup, Marc, de ta gentillesse, de ta bienveillance et surtout de ta connaissance. Et si vous voulez vraiment connaître tout ce que j'ai pu exposer, résumé en 2 interviews sur ce fameux phénomène ufologique et toute la ferme humaine dans laquelle on vit, en fait, ne vous en déplaise, hein, c'est l'ego humain et spirituel qui nous fait dire que non, on ne vit pas dans une ferme, on n'est pas des animaux de la ferme. Allez voir ces 2 parties sur la ferme exo-humaine chez Alexis sur les Sentiers du Réel, vous ne serez pas déçus. Partie 1 et 2, vous allez en apprendre pas mal sur notre monde, notre réalité et les réalités parallèles. Voilà. Beaucoup d'actualités. On va s'accrocher au siège. On va s'accrocher. Ouais, voilà. C'est pas vrai. Et si, voilà. Bon, écoute, Marc, merci beaucoup. Je dis au revoir à tous les auditeurs, ceux qui nous ont suivis cette soirée. En tout cas, on était nombreux. Merci à vous d'être là durant toutes mes émissions. Et j'avais été un petit peu absente suite à certains problèmes, mais je reprends les rênes. Aujourd'hui, c'est Dis-moi qui tu es. Demain, c'est La tête dans les étoiles. Et puis, il y aura le samedi qui sera My Feedback, donc mes ressentis purs et simples. Voilà, je vous remercie. Oui? Aimez-vous les uns les autres, faites l'amour, hein, pas la guerre. Voilà. Ouais. Un petit nounours pour conclure. Voilà. Tout à fait. Moi, je prêche justement, ma religion, c'est l'amour. Et l'amour et le respect. Donc, voilà. Et ça, on oublie parce qu'on oublie notre humanité au fil du temps. Voilà. Merci beaucoup. Ciao les amis. Bye bye. Ciao, à la prochaine. Merci. Ciao.